Comme disait Montesquieu, je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé, et vous serez forcément d'accord, parce que aussi il nous paraissait encore plus essentiel cette année de célébrer le livre, nous avons décidé de procéder comme ça, sous une autre forme, virtuelle, mais néanmoins vivante. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sous un format inhabituel pour ce traditionnel palmarès du point des 30 livres de l'année. Le contexte sanitaire ne nous permet pas en effet de nous réunir comme nous le faisons traditionnellement pour le dévoilement de ce palmarès, mais parce que, comme disait Montesquieu, je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé, et vous serez forcément d'accord, parce que aussi il nous paraissait encore plus essentiel cette année de célébrer le livre, nous avons décidé de procéder comme ça, sous une autre forme, virtuelle, mais néanmoins vivante. Alors pour revisiter cette année de lecture, ce qui est un vrai travail herculéen, titanesque, je n'ose dire jupitérien car c'est déjà pris, et surtout pour ne garder que 30 livres, on a fait le choix, comme chaque année, d'écarter ceux qui ont été écrits par nos collaborateurs, qui pourtant auraient mérité de figurer dans ce palmarès, ou ceux déjà primés par les grands prix d'automne. Vous les connaissez, vous n'avez pas besoin de nous. Et nous, eh bien, ce sont les membres du jury, Claude Arnaud, Jean-Paul Antoven, Marc Lambron, Marie-Françoise Leclerc, Sébastien Le Foll, François-Guillaume Laurin, Saïd Maran, Julie Malor, Valérie Marin-Lamellé, Sophie Pujas, Michel Schneider, Laetitia Stroche-Bonnard, Laurent Theiss, Marine de Tilly, avec la rédaction du Point. Allez, on commence le dévoilement du palmarès. Nous avons beaucoup aimé ce livre qui a failli ne jamais sortir. Non seulement infréquentable son auteur, mais réduit au silence par son éditeur, malgré les décisions de la justice en sa faveur. Ouf, il en a trouvé un de plus courageux. L'auteur est aussi cinéaste, il a longtemps attendu pour donner sa version des événements qui lui ont assez compliqué la vie, mais ça valait le coup d'attendre. Ça donne d'ailleurs un petit côté polar à ses mémoires, car il s'agit de ses mémoires, ou plutôt d'une épopée cinématographico-érotomano-existentialo-littéraire, d'une drôlerie et d'une méchanceté irrésistible, écrite par un faux modeste et un vrai névrosé, pour qui l'être humain n'est pas l'œuvre d'un sculpteur intelligent, mais plutôt celle d'un manchot incompétent, mais qui s'inclinera toujours devant la beauté de la couleur des feuilles, l'automne, à Central Park, soit dit en passant, de Woody Allen, traduit de l'anglais États-Unis par Marc Anfreville et Antoine Cazet, c'est chez Stock. Voilà maintenant la déflagration poético-tellurique de cette fin d'année, comme le dit Marine de Tilly, un voyage Jules Vernien 20 000 lieues sous la terre, là où personne ne va et d'où personne ne revient, sauf lui. Il est aventurier, il est philosophe, il est scientifique, c'est un peu l'enfant d'une alliance cosmique entre Mike Horn et Bruce Chatwin, et c'est un phénomène planétaire. Pendant plus de 7 ans, il a exploré le monde qui vit sous nos pieds et nous le raconte. Laboratoire caché sous la mer, mines mystérieuses, peintures rupestres norvégiennes, nécropoles et glaciers, un royaume de pure merveille, dit-il, où les hommes et les femmes cachent leurs secrets, aujourd'hui révélés. C'est le récit d'une capture de la poésie par la science, c'est une histoire d'amour entre l'humain et l'humus, c'est Orphée qui réenchante les enfers et nous ramène en prime Eurydice, c'est un récit d'exploration totale et ça s'appelle Underland par Robert Macfarlane, c'est traduit de l'anglais par Patrick Hersan et c'est publié aux éditions des Arènes. La méditation mènerait-elle à tout, même à prendre des tranquillisants pour cheval en milieu hospitalier? Ou l'origine de la descente aux enfers, vécue par l'auteur de ce livre, n'est-elle pas plutôt à chercher du côté d'une relation amoureuse? C'est ce que se demande le lecteur, pris dans les raies de ce récit, de la transformation d'un ascète au périnée épanoui en zombie à claquettes, puis en formateur pour réfugiés sur les rivages bénis du Dodécanèse. Mais ce n'est pas tout. L'auteur adorant convoquer dans ses œuvres son narcissisme insatiable, c'est lui qui le dit, et son masochisme généreux, là c'est nous qui ajoutons, l'engagement physique du reportage et les vertiges de l'introspection, le tragique le plus noir et l'autodérision corrosive, la méditation bourrée et le cul illuminé, ce livre s'impose comme un véritable festin littéraire, une mimésis puissante de la vie comme elle va ou ne va pas, entre mer calme et montagne, chez lui forcément russe, Yoga d'Emmanuel Carrère chez POL.
Découverte par le cœur battant de nos mères, elle s'est peu à peu imposée comme l'héritière de Toni Morrison, selon Valérie Marin-Lamellé. Dans ce nouveau roman, il y a deux jumelles, l'une Stella qui va faire la blanche pour faire oublier qu'elle est noire, tandis que sa sœur Désirée quitte son mari noir et violent pour retourner dans la bourgade raciste où elles ont grandi avec leur mère domestique. À la troisième génération, ça donne une enfant trop gâtée, la fille de Stella, et une battante amoureuse d'un trans, la fille de Désirée. Ça fait beaucoup, nous direz-vous, certes, tous les sujets brûlants de l'Amérique contemporaine, mais cette saga de 1968 à 1986 est si profondément incarnée qu'à y songer seulement, on a envie de s'y replonger. L'autre moitié de Soi de Brie Bennett s'est traduit de l'anglais, États-Unis, par Karine Laléchère, c'est chez Autrement. Au départ, ça n'était pas destiné à la publication. Je dis tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai vu. Une sincérité qui ne déçoit jamais. Disparu en 2019, il fut l'un de nos tout meilleurs journalistes et ce livre, c'est la transcription de milliers de souvenirs inscrits sur des cahiers à spirale ou des feuilles roses volantes, souvent à la hâte, sur un trottoir à la sortie de l'Élysée ou dans des voitures cahotantes sur des routes d'Afrique. Des pages longtemps conservées chez lui, dans le Val d'Oise, où il est question d'Omar Bongo, de Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, de François de Grossouvre, de Jacques Chirac et de tant d'autres, avec leurs propos entre guillemets. De l'or, nous dit Saïd Maran, qui a alimenté une trentaine de ses livres, parmi lesquels des best-sellers. On les découvre autrement dans ce récit de vie de plus de 650 pages qui se lit par moments, passé les chapitres poignés sur l'enfance sartoise, comme un véritable roman d'espionnage. Selon l'auteur lui-même, il s'agit de Pierre Péan, mémoire impubliable chez Albin Michel. Le mot qui sert de titre à ce roman bouleversant peut paraître imprononçable. Ce n'est pourtant pas une invention, mais un mot grec qui désigne une figure géométrique aux innombrables angles. Centré sur une seule journée de 2016, il évoque les destins croisés de Rami El-Hanan, israélien, et Bassam Aramin, palestinien, qui l'un et l'autre tentent de survivre à la perte de leur fille. Smadar, morte en 1997 dans un attentat suicide, et Abir, tué d'une balle à un checkpoint en 2007. L'auteur s'efface devant leur dialogue et s'abstient de prendre parti. Ni l'un ni l'autre perd, ni aucun des deux camps qui s'affrontent ne détient la vérité, nous rappelle en effet Michel Schneider. C'est un vol au-dessus de l'histoire qui fait fi des frontières et des murs, comme celui des millions d'oiseaux qui sont peut-être, au fond, les personnages principaux de ce roman. Un roman éclaté, ou plutôt explosé, en 1001 sections narratives qui se promènent librement dans le temps et l'espace. C'est vertigineux, c'est bouleversant. Colum McCann, Apeirogon, roman traduit de l'anglais, Irlande, par Clément Baude, c'est chez Belfond. Il avait écrit une histoire du temps. Il pouvait bien entreprendre celle des musées qui préservent les œuvres d'art de ses outrages. À 80 ans passés, ce Polonais spécialiste des collections, venu se réfugier en France dans les années 70, s'est lancé dans une monumentale fresque en 3 volumes, dont voici le premier tome, qui court de l'Antiquité à la Révolution française. On y apprend notamment comment vers 1550, à Côme, l'évêque Polo Giovio, qui exposait des portraits d'hommes illustres, inventa le mot en nommant sa villa Museo. Ou comment le pape Sixte IV, en faisant don de ses collections au Capitole en 1471, créa la chose avant le mot. Une érudition éblouissante de splendides illustrations qui nous font voyager d'un pays à l'autre afin d'assister à l'efflorescence de cette forme artistique de la démocratie. Christophe Pomian, Le musée, une histoire mondiale, du trésor au musée, c'est le tome 1 et c'est chez Gallimard. Prix Pulitzer pour son historique Underground Railroad, cet écrivain afro-américain new-yorkais a de nouveau été distingué 3 ans plus tard par un autre Pulitzer pour un nouveau roman. Celui-là, et qui ouvre un chapitre méconnu et terrible de l'histoire des Noirs aux États-Unis, celui d'une maison de redressement dont les portes n'ont fermé qu'en 2011 après un siècle de sévices racistes que révéla un cimetière clandestin. Des décennies après que le premier élève eut été ficelé dans un sac à patates et balancé là, écrit l'auteur, qui raconte cet endroit de malheur à travers le destin du jeune Elwood envoyé par erreur judiciaire à la Nickel Academy où il rencontre Turner. 2 jeunes gens qui incarnent, nous dit Valérie Marin-Lamellé, 2 attitudes face à la haine, répondre à la violence par la violence ou combattre en idéaliste, fidèle au discours de Martin Luther King dont sa grand-mère a bercé l'enfance d'Elwood. Si vous voulez savoir quelle est la meilleure de ces méthodes, lisez donc Nickel Boys de Colson Whitehead, c'est traduit de l'américain par Charles Recourcé,
c'est chez Albin Michel. Fini le temps où elle traînait les pieds dans son café, comme elle dit. Voilà 15 ans en effet qu'elle a sa place sur l'Olympe de la chanson française. Sauf que 3 couplets et un refrain, c'est bien, mais pas assez pour combler une histoire à 1000 trous et ranimer son petit cœur tout mou, comme elle dit. Dans ce premier roman en comète sur l'exil d'une famille espagnole, cette femme Chocolat monte le son à fond de ses origines. Personne ne lui a rien dit, alors elle invente l'histoire en 9 tiroirs, 9 chapitres, 200 pages de rage, de cœur et de feu, nous dit Marine de Tilly. C'est la révélation de ce printemps covidé, une épopée franche comme l'or et pleine du silence assourdissant d'Aimé, aurait dit Aragon, une histoire de fronde et de femmes déchirant comme un opéra de Bizet, érasé comme un film d'Almodovar, La commode tiroir de couleur d'Olivia Ruiz, c'est chez Jean-Claude Lattès. Ah, on l'attendait ce livre, et pas seulement pour savoir ce qu'il allait bien raconter de notre pays et de nos dirigeants. Après le succès du livre de son épouse, il fallait en effet que les mémoires de l'autre moitié de ce power couple soient réussies. Mission accomplie. Dans ce livre, un trait grand de ce monde nous embarque dans les coulisses de l'histoire, vers une robe de soirée blanche et ondulante, dit-il, c'est à la Maison Blanche, vers le caviar de Poutine, servi par un personnel en bottes de cuir, et vers l'approche nocturne des Navy Seals dans le ciel d'Abbottabad, en direction de la planque d'Oussama Ben Laden, au nom de code très apache, Geronimo identifié, Geronimo abattu, Yes, Ican, une terre promise, ce sont les mémoires de Barack Obama, traduits de l'anglais, États-Unis, par Pierre de Marty, Charles Recourcé et Nicolas Richard, et c'est chez Fayard. C'est l'histoire, nous dit Clément Pétraud, de la prise de pouvoir des islamistes sur l'islam, ou comment, dans certains quartiers de France, la question sociale a été abandonnée à des religieux qui défendent un projet aux accents sécessionnistes ou séparatistes, pour reprendre un terme à la mode. Certains ont été aidés, parfois même encouragés par des élus clientélistes qui jugent plus pratique de s'adresser aux croyants supposés disciplinés qu'aux citoyens doués de libre arbitre. Au fil de son enquête de terrain, ce spécialiste de l'idéologie salafo-djihadiste en France et au Moyen-Orient n'en est pas revenu. Il lui aurait été plus facile de travailler au cœur des camps de réfugiés palestiniens il y a 20 ans que dans cette France contemporaine et tourmentée, décrite avec précision dans cet ouvrage, désormais la référence sur le sujet, Les territoires conquis de l'islamisme, par Bernard Rougier, c'est au PUF. Un livre courageux que vous n'oublierez jamais. C'est ce qu'a titré la presse au Danemark, où ce premier roman a fait sensation. Et où il a provoqué pas mal de tempêtes aussi. Il vient de sortir en France, il faut dire qu'il est très fort, violent, bouleversant. C'est l'histoire d'une petite fille du Kurdistan irakien, indésirable pour son père et qui trouve refuge chez un grand-père qui croit au pouvoir des livres, au pluriel, et une grand-mère qui lave le corps des femmes victimes de ce qu'on appelle des crimes d'honneur. Elle risque sa vie pour les enterrer avec dignité. Comme son héroïne, l'autrice de ce roman a fui la guerre à la fin de la décennie 90, fustigeant les sociétés parallèles où les lois religieuses priment sur les lois de l'État. Elle écrit sous escorte policière, au nom, dit-elle, de toutes les femmes silencieuses et muselées, La laveuse de mort de Sarah Omar, traduit du danois par Masha Dati, c'est chez Actes Sud. Ah, qu'il avait un nom romanesque, un beau nom d'agent secret, nous dit François-Guillaume Laurin. John Le Carré, un connaisseur, déclara de lui qu'il fut le nec plus ultra des espions. Ancien membre du Comintern, anti-hitlérien convaincu, cet Allemand né à Bakou se fit bombarder journaliste de la presse nazie à Tokyo, où il monta, avec quelques Japonais, une petite entreprise de renseignement et de désinformation bien rodée. Si Staline avait accordé du crédit à ces rapports, il aurait été moins surpris par l'invasion allemande de 1941, dont cet agent lui avait donné les détails. Ex-correspondant de Newsweek à Moscou, l'écrivain a eu accès à de nouvelles archives et fait revivre magistralement la tragédie de cet espion gueulard, accro au danger, à l'alcool et aux femmes, que ses patrons moscovites n'avaient pas cru. Owen Matthews, un espion parfait, Richard Sorge, c'est traduit de l'anglais par Martine de Villers-Argouarch et c'est chez Perrin. C'est le livre par lequel le scandale est arrivé et pourtant qui l'impressionne par sa sobriété et sa lucidité, nous dit Sophie Pujas. Il aura fallu 3 décennies à l'auteur pour parvenir à coucher sur le papier sa relation avec celui qu'elle nomme G et en qui tout le monde a reconnu un écrivain célèbre. Et pour lui répondre, non par une tribune ou une émission de télévision, mais par un livre, lui qui avait fait d'elle un personnage des siens. Elle a 14 ans, il en a 50 et elle croit vivre une histoire d'amour.
avant d'en sortir fracassé, puis longtemps après, de pouvoir mettre les mots sur les événements, tout en ne cessant de s'interroger: comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant? Ce livre, c'est aussi le procès d'une époque aussi qui, au nom de la liberté sexuelle, à droite comme à gauche, accepta parfois l'inacceptable. L'écrivain célèbre, c'est Gabriel Matzneff. Le livre, c'est Le Consentement. L'auteur, c'est Vanessa Springora, chez Grasset. Voilà un livre qui mêle, nous dit Marc Vigneault, à la fois la théorie économique, inspirée par l'économiste autrichien Schumpeter, et la validation empirique de cette théorie par l'exploitation de multitudes de données. Et ces enseignements vont à l'encontre des idées maintes fois entendues dans les débats publics. Les révolutions technologiques et l'automatisation des processus de production sont au cœur de la croissance et contribuent à créer plus d'emplois qu'elles n'en détruisent. Et la lutte contre les inégalités ne doit pas conduire à décourager les innovateurs. L'auteur est professeur au Collège de France et il a inspiré le programme d'Emmanuel Macron à la présidentielle, d'où peut-être ce côté en même temps économique. Libérer le potentiel de croissance par la destruction créatrice tout en conservant un modèle social qui protège les individus, c'est stimulant, c'est subtil. Philippe Aguillon avec Céline Antonin et Simon Bunel, Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme, chez Odile Jacob. Qu'est-ce que ça fait de tout bazarder, de laisser derrière soi la vie qu'on a toujours connue, une situation sociale, le confort matériel? Voilà l'expérience quasi initiatique que l'autrice raconte dans ce livre à la poésie brutale. Car, à l'aube de la quarantaine, nous dit Sophie Pujas, cette avocate a mis fin à 20 ans de mariage pour courir les filles et abandonner le droit pour l'écriture. Son ex fait tout pour l'empêcher de voir son fils, la douleur est absolue, la dèche aussi. Avec elle, la liberté est un sport de combat. Il ne s'agit pas ici d'un témoignage, mais bien, dans une langue tendue à l'extrême, du texte d'une romancière puissante. Avec une âpreté qui vise au plus juste, elle dézingue les certitudes rassurantes. Rangez les violons, sortez les armes. Constance Debré, Love Me Tender, c'est chez Flammarion. Tous les hommes ont un attrait secret pour les ruines, écrivait Chateaubriand. Tous les hommes, en effet, comme le démontre cette histoire universelle inouïe et inédite. De tout temps, les peuples, les souverains ont songé à le vaincre, le temps, à laisser leur empreinte, tout en envisageant leur destruction inéluctable, avec effroi et fascination. Cette œuvre cathédrale, selon François-Guillaume Laurin, prodigieusement illustrée, déploie avec gourmandise et subtilité cette fascination pour les ruines des Mésopotamiens, des Grecs, des Romains, des Arabes, des Scandinaves, des Chinois, des Japonais, des Hindous, et bien sûr des Européens, ces derniers exaltant aussi l'ivresse à s'y promener. Littérature, peinture, voilà un vertigineux tour du monde des décombres, indestructible, on l'espère, et qui nous renvoie à notre propre vulnérabilité de simples passants dans le siècle. Alain Schnapp, Une histoire universelle des ruines, c'est au seuil. À peine 100 personnes, des hommes sans importance. Nous sommes peu nombreux et nous sommes morts. Ils attendent que je prenne la parole, mais je n'ai rien à dire. Voilà un début qui claque comme une bannière noire dans le vent. Mais qui parle? Non pas M le maudit, mais M comme Mussolini, qui sera bientôt maudit. Pour l'heure, on est en 1919 et il vise les pleins pouvoirs qu'il obtiendra en 1924. 5 années endiablées, 800 pages surpuissantes, portées par un souffle, une clarté aussi qui ne faiblit jamais. Il fallait bien cela, nous dit encore François-Guillaume Laurin, pour entrer dans la tête de Mussolini, restituer sa stratégie du pourrissement et rendre compte d'une épopée jalonnée de meurtres et de trahisons. Près d'1 million d'Italiens ont lu à bride abattue la charge de ce taureau furieux de l'histoire, ce père des populistes dont l'écho vibre encore de l'autre côté des Alpes. Antonio Scurati aime l'enfant du siècle, c'est traduit de l'italien par Nathalie Bauer, c'est publié aux éditions des Arènes. Le 15 novembre 2018, il sabotait par des propos erratiques sa chronique hebdomadaire dans la célèbre matinale qui l'avait recruté comme un cynique de droite, bobo compatible. Dans la journée, il était viré. En satiriste répudié et vengeur, nous dit Marc Lambron, il a donc décidé de pincer la corde du pamphlet pour s'en prendre à cet humour de gauche qui assaisonne désormais les informations générales d'impertinence bien pensante.
Plus largement, avec les figures de Boris Johnson ou de Viktor Orban, le populisme des bouffons ne marque-t-il pas sur la planète l'apothéose de la pantalonnade? Comme les gilets, le rire mondial deviendrait-il jaune? Malicieusement troussé par un as de l'autocritique entre brume de vodka et shoot de kétamine, ce roman vrai nous montre l'auteur en analyste frondeur, en diariste de la décomposition, en virtuose du seppuku radiophonique, comme dit encore Lambron. Une pochade cruelle, sentie, assassine. Frédéric Beigbeder, l'homme qui pleure de rire, c'est chez Grasset. Que cela puisse être un métier de se demander si Dieu existe, j'ai trouvé ça si inattendu et si génial que je ne voyais pas pourquoi ce métier ne deviendrait pas le mien. S'interroge-t-elle dans ce texte brillant qu'elle qualifie d'autobiographie philosophique? Les parents aimants et infernaux, la rencontre avec Heidegger, les baisers de René Char, les entretiens avec Lacan, dans ce joyeux chaos où l'accompagnent Homère et Parménide et qui se lit comme un poème, nous dit Victoria Guérin, cette célèbre philologue part en quête de sens, au pluriel bien sûr. Telle une artiste qui, mettant les mains dans la terre, pétrit, malaxe, fait et défait, l'autrice éreinte les mots et les souvenirs pour mieux retrouver la chair et la vivacité des idées. C'est intrépide, c'est puissant. Barbara Cassin, Le bonheur, sa dent douce à la mort, autobiographie philosophique, c'est chez Fayard. Quel effet cela vous fait-il de retrouver la liberté? Je suis resté libre. Ma liberté n'est pas à la mesure de vos mesures de restriction. C'est la première bière que je goûterai dans le bar le plus proche qui me fera de l'effet. On dirait que ça a été écrit pour nous, maintenant. Deux hommes se font face pour un interrogatoire. D'un côté, un jeune magistrat, de l'autre, un vieux militant des années 70, accusé d'avoir déguisé une vengeance en accident de montagne. Ne reste plus qu'à le faire avouer, pense le petit jeune, qui va tomber sur un os. La parole donnée, l'amitié, l'engagement, la trahison, les splendeurs des sommets, la fille qu'on aime et la liberté. Il est question de tout ça dans ce huis clos palpitant, nous dit Marie-Françoise Leclerc, l'un des diamants de cette rentrée littéraire qu'on rêve de voir un jour porté sur la scène avec ses répliques taillées comme des aphorismes et fusant comme des balles. Impossible de Eri De Luca, traduit l'italien par Daniel Vallin, c'est chez Gallimard. Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Et celui qui survit, c'est pour raconter quelle histoire? S'interroge l'auteur après le suicide de son frère, Jérôme. Comme Thésée, son héros est double. Il l'a vu mourir, Jérôme, et puis leurs parents entre 2005 et 2010. Alors il a quitté Paris, nécropole, pour Berlin avec ses enfants, tâchant de survivre par l'oubli, une fuite que retrace ce livre, tissant photos et textes. Mais à l'Est, tout tombe et la vie est maudite, écrit-il. Alors Thésée ouvre la malle qu'il a emportée, emplie des souvenirs des siens. Les documents lui font signe, éclairant toute la vie juive, comme il l'écrit, occultée dans cette lignée des hommes qui meurent. Ce Kaddish pour Jérôme, écrit Valérie Marin-Lamellé, geste d'amour et de désamour pour dépasser la douleur, mêle à l'enquête familiale des réflexions sur la modernité, d'ordre politique, économique, sociétal ou religieux. Un livre qui donne autant à penser qu'il bouleverse. Thésée, sa vie nouvelle, de Camille de Toledo, chez Verdier. La France de l'apéro, qui exaspère tant le conseil scientifique, n'est pas morte, nous dit Sébastien Le Foll à propos de ce roman. Elle a élu domicile à Condom, Gers, le pays de D'Artagnan. Une bande de copains, à la lisière de la retraite et des enfants, se retrouve en effet au patio bleu, la cour intérieure d'un café. Que sont nos amis devenus? Politique et amour platonique, province et femmes minces, c'est la recette éprouvée et revigorante de cet écrivain qui vient de nous fausser compagnie. Claude Sautet aurait, nous dit toujours Sébastien, adoré adapter le dernier roman de ce mousquetaire des lettres, tant il est le Vincent, François, Paul et les autres des années Macron, avec en toile de fond la crise des Gilets jaunes. On le lit entre éclats de rire et sanglots longs, car c'est notre dernier vers avec Denis, a écrit Olivier Frébourg dans Le Point, au sujet du patio bleu de Denis Tillinac. C'est publié aux Presses de la Cité. Ah, elle est douée Gifty, c'est même ce que veut dire son prénom en anglais, Gifty. Elle est douée Gifty pour les neurosciences et pour le malheur. Être femme dans un milieu scientifique pas vraiment féministe, noire et diplômée de Harvard, faut le faire. D'origine ghanéenne, l'autrice a connu un énorme succès avec No Home. Ici, elle fait le portrait d'une femme brillante issue de l'immigration, en prise avec l'Amérique d'aujourd'hui, et sa mère suicidaire
et fondamentaliste chrétienne. Pas très drôle? Eh bien si. L'humour est au rendez-vous dans cette satire de la famille comme champ d'expérimentation de la douleur d'être au monde, mais aussi du plaisir qu'on rencontre quand on en sort. L'écrivain s'amuse drôlement avec son personnage, passant de son microscope électronique à des lettres à Dieu du genre « Cher Dieu, pouvez-vous me montrer que vous existez vraiment ?» Un roman d'une force et d'une intelligence incroyables sur les petits riens qui font une vie, comme le dit Michel Schneider. Sublime Royaume de Ya Ghazi, c'est traduit de l'anglais, États-Unis, par Anne Damour, c'est chez Kalman Levy. On le savait, adepte du temps des cathédrales, depuis les piliers de la Terre, il y a 30 ans. Et aussi parce qu'il a défendu la nôtre de cathédrale, Notre-Dame de Paris, lorsque l'incendie l'a ravagée. Mais on ignorait tout de la rage qu'il a contre les Vikings, qu'il compare à des nazis, nous apprend Julie Malor. Dans la nouvelle saga de cet immense conteur, les voilà, les Vikings qui débarquent de nuit, pilleurs, violeurs, dans les flammes et le sang, pour déstabiliser le royaume en construction. Parce qu'il est encore question ici de bâtisseurs, même si l'édifice est immatériel, la structuration du pouvoir politique en Angleterre à la croisée des mondes anglo-saxons, normands et vikings, car non, normands et vikings ce n'est pas la même chose. Dans cette lutte à mort médiévale entre trois forces politiques, l'écrivain place des personnages très 21e siècle. Un moine gay, par exemple, ou la vibrante Ragna la Rousse, passionnariat MeToo avant l'heure, puisque nous sommes en l'an 1000. Le crépuscule et l'aube de Ken Follett, c'est traduit de l'anglais par Cécile Arnaud, Jean-Daniel Brech, Odile Demange, Nathalie Gouillet-Gilbert, Dominique Haas, c'est chez Robert Laffont. L'occupation comme si on y était. C'est la surprise posthume que nous a réservée cette plume. Née en 1925 et morte en 1975, elle était la correspondante parisienne du New Yorker et elle avait filmé